Alors, vaillants compagnons de travail, nous reprenons la suite de notre séance de l'après-midi avec Madame Hélène Cellier, qui est une comparatiste, et ça fait bien plaisir, docteur en littérature générale et comparée de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Elle a soutenu assez récemment, elle aussi, comme notre collègue psychologue, anthropologue ce matin, elle a soutenu récemment, en 2019, une thèse portant sur littérature et jeux vidéo, représentation réciproque. Elle est non seulement une théoricienne du jeu vidéo, mais également une praticienne. C'est quelqu'un qui va nous parler en sachant ce qu'elle dit dans une société, dans un studio qui s'appelle The Seed Crew, et elle enseigne en français et en anglais, en France et en Angleterre. Est-ce que tout ça est juste? Oui, oui, À vous, merci Hélène. beaucoup. Je vous remercie aussi de me donner la possibilité de parler de mon travail aujourd'hui, d'autant plus que il a été financé par le GIS et donc ça me fait très plaisir d'en parler aujourd'hui avec vous. Donc ce dont je vais vous parler, c'est de la recherche-création de manière générale autour de 7 jours, 7 lieux, 7 vies, qui est un jeu vidéo, plus précisément un visual novel. Et la thématique, c'est les perceptions du hasard et de la nécessité. Je disais, pour vous donner un tout petit peu de contexte sur mon travail et puis reprendre ce que vous disiez, effectivement, j'ai soutenu ma thèse en 2019. La fin de ma thèse m'a donné la possibilité d'être scénariste dans un premier studio de jeux vidéo en tant que scénariste indépendante. Et actuellement, je suis artiste-chercheuse dans le studio The Seed Crew. Et entre les deux, en fait, j'ai eu l'occasion de répondre à l'appel à projet du GIS 2019 en proposant ce projet de visual novel dont les objectifs généraux étaient de questionner le concept d'expressivité qui est notamment développé par Sébastien Janvaux et qui est défini comme la capacité d'un jeu vidéo à poser une question sur une problématique individuelle ou sociale et à inciter le joueur à donner sa propre réponse. Aujourd'hui, en fait, le concept d'expressivité est très large, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de l'interroger à l'aune des concepts de choix et d'agentivité. Alors, je reviens très brièvement sur ma méthode parce que elle n'est pas connue partout. Je fais de la recherche-création, qui est un champ scientifique large qui est né de la recherche en art dans les années 1980 et qui est très dynamique, notamment au Canada. C'est un champ large, mais si on revient sur les catégories de Owen Chapman et Kim Sochak, en fait, ce que je fais, c'est des recherches pour la création, donc en amont, en consultant des documents, en créant des concepts, en échangeant des idées, puis après la création, des recherches à partir de la création, où je génère des données dans la création qui peuvent être ensuite analysées. J'ai dit que la recherche-création était née des recherches en art. Il y a une autre forme de recherche-création qui émerge, notamment à l'UQAM au Canada, qui est la recherche-création médiatique et qui a pour particularité de s'intéresser aux médias, notamment sur le plan des technologies, des dispositifs, et qui a comme autre particularité de viser une reconnaissance et une valorisation dans les circuits médiatiques. Et c'est ça aussi que je vise dans la mesure où le jeu vidéo est publié sur Steam, donc une plateforme de diffusion assez connue. Ce que je vous propose aujourd'hui s'appelle, dans les terminologies de la recherche-création, un récit de pratique, où en fait le but c'est que l'explicitation du contexte corporel matériel de l'action permette une connaissance issue de l'expérience. Mon travail s'inscrit plus particulièrement dans les recherches sur la narrativité vidéoludique et j'ai cité ici quelques chercheurs et chercheuses qui vont dans ce sens. Et du côté de l'industrie, dans ce qu'on appelle le narrative design, qui est tout ce qui concerne l'aspect narratif d'un jeu vidéo, c'est-à-dire non seulement la construction des mondes, des personnages, des histoires, mais aussi, par exemple, des mécaniques de jeu qui vont contribuer à donner du sens à l'œuvre. Alors, la question que je me suis posée par rapport au projet de manière générale vient du concept de jeu expressif. Alors, le jeu expressif
est défini par Sébastien Janvot dans des travaux qui émergent autour des années 2010 et qu'il poursuit aujourd'hui. Et donc, il va expliquer que le jeu expressif se définit comme un jeu qui incite à se mettre à la place d'autrui et qui laisse une place pour l'expression du joueur ou de la joueuse. C'est un champ dans le jeu vidéo qui est assez dynamique, notamment qui a fait émerger des travaux qui vont questionner cette notion d'expressivité. On peut penser par exemple aux travaux en 2016 de Gabriel Trépanier-Jobin qui dit que en fait le jeu expressif n'est pas un genre particulier mais plutôt une catégorie floue et que dans un jeu vidéo on ne peut pas déterminer qu'un jeu vidéo n'est pas exclusivement expressif mais qu'il est aussi persuasif ou sérieux aussi. C'est dans le même champ de recherche que s'inscrivent les travaux d'Esteban Giner qui conceptualise un continuum persuasif-expressif comme outil d'analyse de jeu. C'est dans ce champ de recherche que je m'inscris en me posant les questions suivantes. Comment créer des structures ludonarratives qui vont encourager l'appropriation? Comment faire des jeux où l'utilisateur ou l'utilisatrice peut prendre le relais de la machine pour y injecter du sens? C'est un champ de recherche dynamique et je tiens à mentionner les travaux de Rémi Kayat, qui, par exemple, en 2019 à Lausanne, proposait, lui, de s'interroger sur la rhétorique, sur les possibilités procédurales du jeu vidéo. On en parlait ce matin, c'est pour ça qu'en plus ça fait bien écho. En fait, pour Rémi Kayat, dans cette communication-là, pour lui, pour qu'il y ait des marges d'appropriation pour le joueur ou pour la joueuse, il faut qu'il y ait de la procéduralité dans le jeu. Moi, je me pose une autre question, je reviens un petit peu en arrière et je me demande quelle est l'expressivité des structures narratives à embranchement. Je vous ai mis ici quelques représentations de à quoi ça peut ressembler, juste pour que vous ayez... c'est pas du tout exhaustif, c'est juste pour que vous ayez une image mentale de à quoi ça peut ressembler dans l'industrie, ce que j'appelle structure narrative à embranchement. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ça? Déjà, je m'y intéresse parce que Sébastien Janvot, quand il crée le concept de jeu expressif, le crée avec ces structures narratives à embranchement en tête. Il explique par exemple que dans le jeu qu'il crée là, In My Heart, qu'il donne le choix entre plusieurs valeurs morales, plusieurs systèmes moraux et que le joueur peut choisir. La deuxième raison pour laquelle je m'intéresse, c'est parce que c'est des modèles qui sont très présents encore dans l'industrie. Par exemple, pour vous donner quelques discours, on a l'idée que les choix dans les jeux vidéo vont créer le sentiment d'agentivité chez le joueur, que l'illusion du choix est au mieux un mal nécessaire et que c'est simplement les conséquences ou l'illusion des conséquences des choix pour le joueur ou la joueuse qui va donner du sens au jeu. Donc du coup, quand on commence le design, on part, ou au moins je pars, avec quelques intuitions qui sont que dans le design, quand on design un moment de choix, un embranchement, ça va donner des moments de décision pour le joueur et la joueuse, et ensuite, il va y avoir une conséquence illusoire ou non dans le design, et que de ce système-là, le joueur ou la joueuse va avoir un sentiment d'agentivité. Agentivité, ici, renvoie à ce qu'en anglais on appelle agency, c'est-à-dire le pouvoir d'avoir une action satisfaisante. Et là, je renvoie à ce que Janet Murray écrit en 98 ou 97 dans Hamlet in the Holodeck. Et que le sentiment d'agentivité serait directement lié avec le sentiment de pouvoir s'exprimer. Seulement, peut-être que ça marche pas tout à fait comme ça. Et c'est tout l'objectif de la recherche. C'est-à-dire que déjà dans l'industrie, on va avoir des discours qui émergent depuis 2017-2018 sur d'autres formes de choix et d'autres systèmes de choix-conséquences. Notamment, Kat Manning écrit dans un article qu'il y a un intérêt pour les choix réflexifs, où simplement le moment de choix, qu'il y ait des conséquences ou pas,
et important dans le vécu du jeu. On voit émerger donc dans l'industrie des typologies de choix pour pouvoir essayer de comprendre quels sont les embranchements et qu'est-ce qu'ils font chez le joueur et la joueuse. Dans la recherche, on peut penser aux travaux de Miguel Sicard dans Beyond Choices, notamment, qu'il publie en 2013, dans laquelle il donne des recommandations pour faire un gameplay éthique, en disant qu'un gameplay éthique, ce n'est pas une série de choix individuels, mais c'est plutôt des agrégats, notamment. Et il va donner beaucoup de conseils comme ça pour faire ce qu'il appelle des wicked problems. Les wicked problems se définissent par le fait que l'expérience doit d'être ambiguë. Et parce qu'elle est ambiguë, du coup, il y a une interprétation qui est ensuite possible et qu'il faut éviter en tant que designer de faire des chemins d'action normatifs. C'est avec tout ça en tête que je commence la conception du jeu 7 jours, 7 lieux, 7 vies. Donc, dans le but d'interroger ce système de causalité choix-conséquence. Alors, je choisis de faire un visual novel. Pourquoi? Parce que dans le genre du visual novel, déjà, on exprime ces mécanismes de hasard et de nécessité. Et ensuite, la deuxième chose, c'est parce que c'est un genre qui souvent met en scène le quotidien et puis le temps long au fur et à mesure. Donc ça a donné un jeu qui a été publié en avril dernier et qui est sorti sur Steam, comme je vous l'ai dit. Et pour le résumer de manière très globale, il y a 7 parties de l'histoire qui correspondent à 7 routes dans le langage de l'industrie, où dans chaque route, vous vivez la vie d'un personnage pendant 7 jours. Pour vous donner plus précisément la manière dont le jeu a été construit narrativement. En fait, chaque personnage est lié à une problématique psychosociale, pour le dire de manière très générale. Il est lié à un jeu et il a une perception du hasard et de la nécessité. Cette perception du hasard et de la nécessité qu'il a dans sa tête, qu'on imagine, est l'inverse de ce qui va être écrit dans la structure narrative, donc dans mes petits embranchements, dans mes arbres. Et en plus, il y a une forme du récit qui est différente et spécifique à chaque personnage. Je détaille un tout petit peu pour que ce soit plus clair. Par exemple, Tatiana, sa problématique, c'est le monde professionnel, la carrière, etc. Elle a une vision très méritocratique de la vie et puis du monde. Et par contre, dans la structure narrative, il y a de nombreux choix, mais aucun embranchement. Et la forme du récit, ça va être le schéma actentiel de Grémas de manière très classique. Je vous ai mis un petit bout de code ici de Ren'Py pour vous montrer. Vous voyez le menu. Le menu, ça correspond au moment où je dis il faut faire, on donne un choix au joueur ou à la joueuse. Et on voit, il y a les 2 choix en dessous. Et ensuite, ça revient à la branche principale, la belle Tatiana, scène 7. Au contraire, par exemple, pour Marco, qui, lui, a une problématique autour du chômage, lui va percevoir la vie en fonction du hasard, puisqu'on pourrait dire qu'il dit que la vie, c'est au petit bonheur la chance. Et par contre, au contraire, les choix sont liés à des conséquences qui sont non immédiates. Et le récit, les 7 jours, sont racontés de manière non chronologique. Et là, vous le voyez dans le code, il y a bien les 2 menus, mais à la fin du deuxième, je pose une variable, comme on dit en programmation, que je vais récupérer par la suite pour pouvoir poser la conséquence. Alors, je pourrais détailler sur Anae, etc., mais je vais passer. L'idée, c'est que à la fin de la conception, j'arrive à une hypothèse. C'est-à-dire que l'expressivité naît à la jonction entre plusieurs systèmes persuasifs. C'est pas le fait qu'il y ait des choix qui fait qu'il y ait expressivité pour le joueur ou la joueuse, c'est le fait qu'il y ait multitude de systèmes. Il y a comme mode persuasif, vous avez les représentations des personnages, du hasard et de la nécessité. Vous avez la rhétorique procédurale, pour reprendre le terme de Yann Bogost, des embranchements. Et vous avez les formes de récit, par exemple l'ordre non chronologique. Mais puisque tout ça est modulé, multiplié, du coup, il y a des espaces d'interprétation qui se créent.
C'est notamment inspiré du roman polyphonique de Bakhtin pour les perceptions des personnages. Ça se rapproche des conclusions que vont avoir d'autres chercheurs et chercheuses, notamment Sarah Stang et Patrick Moran, qui expliquent que l'agentivité du joueur ou de la joueuse n'est pas dans le système de jeu qui est prescrit, mais dans la tête du joueur ou de la joueuse. Par exemple, Patrick Moran écrit c'est le ressenti expérientiel qui prime dans la narrativité du choix. C'est pas la marge de manœuvre qu'il y a dans le jeu, tout est dans la tête du joueur ou de la joueuse. Sur la question, on pourrait aussi lire cet article qui parle de la série The Walking Dead, qui est assez connue sur ces choses-là et qui est très intéressant. En fait, comme le dit Aaron Reed, les structures à embranchement peuvent être fixes, figées et ne pas laisser assez de place au joueur et à la joueuse. Et par contre, ce qui est expressif, c'est le sens de la découverte. C'est avec toutes ces idées en tête et les premières hypothèses à la fin de la conception que je commence une phase d'entretien pour cette journée qui consiste en 5 entretiens de semi-directifs. Alors, je pourrais revenir sur les modalités, mais pour vous donner une idée, les joueurs et les joueuses ont été sélectionnés parce qu'ils ont des profils différents et différentes expériences du jeu. Alors, déjà, dans les perceptions des structures à embranchement, on remarque que les joueurs et les joueuses ne se rendent pas compte de la différence des structures narratives. Par exemple, Chantal et Eddy vont dire que Tatiana et JC ont les mêmes structures narratives, ont les mêmes nombres de choix, alors qu'en fait, Tatiana a beaucoup de choix et JC en a pas du tout. Et pourtant, ils le ressentent de la même façon. De la même façon, Anna me dit « J'avais l'impression que les décisions que j'ai prises avaient beaucoup d'impact, surtout avec Tatiana. Or, comme on l'a vu, il n'y a aucune conséquence dans la route de Tatiana. » Donc, du coup, l'agentivité est moins liée aux structures narratives qu'au sentiment d'enquête et de découverte. Plusieurs fois dans les entretiens, l'idée d'une histoire policière ou de trouver des indices revient comme ça. Et puis, il y a cette idée qu'on ne choisit pas quelque chose, une voie par rapport au personnage ou par rapport à soi par l'identification, mais parce qu'on pense que ce choix-là va amener une histoire qu'on juge potentiellement plus intéressante. Par exemple, Chantal dit « Des fois, je me disais, lui, il ferait pas ça. » Et puis, je me disais, je vais quand même pas le mettre pour voir ce que ça fait l'autre branche, l'autre choix. Donc, du coup, c'est vraiment l'interprétation et l'appropriation, en fait, du contenu qui est marqueur d'expressivité plus qu'une forme de design en elle-même. Donc, du coup, pour conclure, c'est un travail encore en cours qui a pour but de penser et de créer des dispositifs qui favorisent l'appropriation et l'interprétation de la joueuse ou du joueur. Et que l'idée de design qu'il faut encore retravailler, qui est peut-être aussi une conclusion de recherche, c'est que la multiplicité et le désordre dans le design, contrairement à quelque chose de fixe, de clair et de carré, pourrait être un moyen d'aménager ces marges de manœuvre. On pourrait aussi, par la suite, poser la question de la visibilité de ces systèmes. Est-ce que rendre visibles les embranchements favorise ou non l'appropriation et la construction de ce sens dans la tête du joueur et de la joueuse? Voilà. Je vous remercie. Merci.